Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Studio Tamani, merci pour votre fidélité et bienvenue à ce grand dialogue qui va s'intéresser aujourd'hui au bilan du dernier gouvernement de transition, les raisons de sa dissolution, les positions de différents acteurs sur ce sujet et à quoi faut-il s'attendre, qui est la principale question de ce débat par rapport au futur gouvernement de transition. Nos invités sont donc Ibrahim Ikassa Maïga du M5 RFP, mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, Boubacar Bokoum, politologue, et Bassirou Ben Doumbia, auditeur en politique publique. Je suis Mohamedou Touré. Comme je le disais au début, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Je le disais, on va commencer par un premier tour de table sur le bilan du dernier gouvernement, c'est-à-dire le seul et unique gouvernement de transition que le Mali a connu il y a quelques mois, c'est-à-dire 7 ou 8 mois à peu près. Ibrahim Ikassa Maïga, vous, que pensez-vous du bilan de ce gouvernement qui vient d'être dessous? Je crois que les faits sont plus parlants que les mots. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise gouvernementale, de crise institutionnelle qui découle simplement de l'immobilisme. Immobilisme face aux attentes légitimes du peuple malien qui n'ont pas été nourries. Au M5 RFP, nous n'avons jamais pu comprendre comment des Maliens qui aient pu observer au long cours le rassemblement du peuple malien derrière des idéaux qui ont été martelés à travers de grands rassemblements, des communiqués, des points de presse et autres déclarations, qu'on n'ait pas pu saisir la quintessence de ces attentes pour les traduire en une période de transition, en actions concrètes, de changement. On s'est battu pour un changement de système. Mais ce à quoi nous avons assisté, c'est que on a fait du IBK sans IBK. On l'a martelé à satiété. Du IBK à tout point de vue, c'était du IBK dans la gouvernance des affaires publiques, dans les approches vis-à-vis des forces politiques, des forces sociales, dans la gestion de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, dans la gestion des rapports avec les syndicats. Tout cela a été la continuité pure et simple de ce que nous avons connu et qui a conduit au soulèvement populaire qui a fait démissionner IBK. Alors, normalement, les forces du changement, entre guillemets, parce que supposé l'être, qui se sont joints à la lutte du peuple porté par le M5 RFP, devrait être simplement de dire, alors, nous sommes dans une situation d'exception, c'est là où on peut prendre les mesures les plus fortes pour enclencher un changement attendu par le peuple malien, mais ça n'a pas été fait. Nous n'avons jamais compris pourquoi. Et Dieu sait que nous avons fait des alertes à tout bout de champ, à tout moment, quand beaucoup croyaient que les porteurs d'uniformes pouvaient être la solution. Donc rien n'a changé selon vous, c'est du IBK sans IBK. Et je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que nous avons invité la primature, mais nos tentatives sont restées vaines. À vous donc, Bassirou Ben Doumbia, est-ce que vous partagez cette analyse de M. Maïga? Rien n'a changé. Alors, écoutez, on ne va pas rentrer dans des démonstrations théoriques pour faire le bilan des 9 mois de la transition. On va juste rester dans le contexte dans lequel le régime de Ibrahim Boubacar Keïta a été destitué. Et logiquement, ce qui devrait s'en suivre devrait être accepté de tous et aider les Maliens à aller vers une amélioration de leurs conditions de vie de manière globale. Qui parle de gouvernance, ce n'est pas seulement la gestion publique, c'est aussi la gestion des questions de base concernant les populations. Alors, de la mise en place du gouvernement à aujourd'hui,
difficilement, ce serait un peu hypocrite, envers soi-même et envers les Maliens, de dire que les résultats ou le bilan, il est satisfaisant. Je ne parlerai même pas de bilan mitigé. Parfois, il est peut-être bien d'être équilibriste, mais on dira simplement qu'au regard de ce que nous observons à longueur de journée, sans compter que le mouvement de protestation sociale des travailleurs qui vient de commencer aujourd'hui prouve à suffisance que la transition pendant ces 9 mois n'a pas été à la hauteur des attentes. Parce que tout simplement, les questions principales qui étaient au centre des préoccupations des Maliens n'ont jusque-là pas obtenu de réponse. Mais ce qu'on pourrait aussi... Comme lesquels, par exemple? La question de la sécurité, qui est la base de tout projet de développement, de toute bonne gouvernance. La question de la justice, qui aujourd'hui est même dénoncée au sein de certains acteurs de la transition. La question des réclamations, des revendications sociales est une question principale aujourd'hui pour le Mali. La cherté de la vie, nous venons de terminer le mois de carême, tout le monde sait à combien coûtait le kilo de la viande. Tout le monde sait. Aujourd'hui, je venais de lire que la bouteille de gaz est passée à 3 500 au lieu de 3 000 francs. Voici des questions qui, nécessairement, le gouvernement de transition devrait s'y atteler pour pouvoir apporter des réponses urgentes et pertinentes afin d'apaiser la souffrance des populations. Mais malheureusement, jusque-là, on a l'impression qu'on est dans une sorte de tâtonnement qui peut se justifier par les retombées, ou du moins les conséquences du fameux saut dans l'inconnu qui a entraîné la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. C'est ça aussi qu'il faut souligner dans cette affaire. Rien n'a changé, pense Maïga. Vous estimez qu'aujourd'hui, les attentes n'ont pas été comblées à ce stade, les attentes des Maliens. Alors, Boubacar Bokoum, un des principaux défis à relever par cette transition, c'est l'organisation des futures élections. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, il y a un changement, il y a quelque chose de positif? Bon, je pense en fait que je me joins à mes prédécesseurs pour dire qu'effectivement, de mon point de vue aussi, rien n'a considérablement évolué. Et faire des élections dans le contexte actuel, je pense que c'est encore une fuite en avant. Parce que d'abord, il faut comprendre dans quel contexte nous sommes. Nous avons hérité, par exemple, de la question de Kidal, qui fait qu'aujourd'hui, l'accord est acté sur un modèle de gouvernance qui reste à être défini. Aujourd'hui, nous avons une région-État qui est Kidal, qui jouit d'une certaine prérogative par rapport à l'accord et qui est gouverné autrement. Est-ce qu'il ne va pas falloir uniformiser ce modèle de gouvernance, l'étendre à toutes les régions, suivant l'article 2 de notre Constitution? On ne peut pas gérer Kidal à part et gérer les autres régions d'une autre façon. Donc, l'architecture institutionnelle qui va intégrer ce modèle déjà nous amène à un fédéralisme. Alors, est-ce qu'il faut aller vers un président fédéral ou un président avec l'ancien système qu'on a toujours connu, qui va encore découler sur les mêmes conséquences? C'est quoi le problème? Donc aujourd'hui, les vraies questions ne sont pas posées. Parce que politiquement déjà, il faut qu'on aille à un débat de fond. Les différents dialogues que nous avons connus, les concertations, le dialogue d'entente et le déni, ont été des échecs patents. Donc, en réalité, il faut qu'on écoute réellement le peuple. Parce que depuis les indépendances, on s'est retrouvé dans un système de mauvaise gouvernance coloniale. On a transposé carrément le système colonial pour administrer nos populations. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on gouverne le peuple avec l'esprit du peuple, en tenant compte des valeurs sociales, des valeurs culturelles et des modèles de gouvernance anciens qui ont été des modèles fédératifs qui ont perduré dans le temps avec beaucoup de stabilité qui nous a permis de rester dans nos empires et dans nos royaumes. Aujourd'hui, donc, si on est dans un modèle, qu'est-ce que nous voulons? Quel Mali nous voulons? Donc la réflexion stratégique n'a pas été posée réellement. Il faut reconsulter la classe politique pour comprendre quel modèle est bon aujourd'hui pour le Mali. Parce qu'on n'a fait que calquer le modèle européen qui a montré aujourd'hui ses limites. Le mouvement démocratique qui nous a conduit là, on a vu ce que ça a donné. Donc cette démocratie, il faut la réinterroger pour comprendre qu'est-ce qui est bon pour le peuple malien. Donc réaffirmer la souveraineté de l'État du Mali, parce qu'aujourd'hui, c'est le fondement du Mali qui est touché. Est-ce que nous avons réellement la souveraineté sur nos terres, la souveraineté sur nos ressources? Donc les défis essentiels de cette transition auraient dû être de relancer notre économie, qui est carrément à terre, parce qu'aujourd'hui, dans une transition, tout le monde sait que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui nous tiennent dans l'ajustement structurel ne vont pas accompagner à suffisance. Donc, il faut aller à la mobilisation des ressources internes. Donc, le problème économique, il faut une relance économique. Et on va y revenir tout à l'heure. Je rappelle que le gouvernement a été dissous vendredi dernier et ça est intervenu quelques heures après une visite de la CEDEAO. Alors, Ibrahim Kassamaïga, est-ce qu'à ce stade, on connaît les raisons de cette dissolution? Est-ce que c'est parce que rien n'a changé comme vous le pensez ou est-ce que c'est parce que la CEDEAO a demandé cette dissolution du gouvernement?
C'était une dissolution qui était demandée et attendue. Demandée par le M5-RFP, qui avait été invité par le président de la transition, et pour la première fois qu'officiellement on s'adresse à ce mouvement populaire et c'est incompréhensible qu'on soit. C'est comme si c'était prémédité qu'on ne veuille pas aller aux solutions et qu'il ne faille jamais travailler avec la vision du M5-RFP qui était partagée par tous, pourtant. Alors, le M5-RFP ne passe pas par le dos de la cuillère et je pense que nous sommes connus pour cela. Nous avons dit le peuple malien a besoin de catharsis. Il n'y a pas à contourner les problèmes, il faut les affronter. Et nous avons dit, de ce point de vue, il y a à dissoudre le gouvernement tel quel, puisqu'il y a une dissonance. Il y a des dysfonctionnements du point de vue, par exemple, politique. Et quand vous voyez comment l'approche avec la classe politique est menée par le ministère de l'administration territoriale et qu'il y a une dichotomie avec ce qui se joue au niveau de la primature, on a dit ça ne va pas. Un gouvernement, c'est un tout et il y a un chef d'orchestre qui est là, c'est le chef de gouvernement. L'impulsion de l'action gouvernementale doit venir de ce chef de gouvernement pour se déteindre chez les autres qui n'exécutent que ce qui a été décidé là-haut, mais ce n'était pas du tout le cas. Donc, nous avons demandé sa dissolution, comme d'ailleurs celle du CNT. Ce n'est pas le Premier ministre qui gérait les choses, qui fixait les règles. Absolument, visiblement, c'était le cas. Et je pense que c'était fort à déplorer. Et regardez le comité d'orientation stratégique pour les réformes politiques et institutionnelles, qui devrait être le point de départ du consensus politique sur les chantiers des réformes, était à quand justement le ministère de l'administration territoriale publiait le calendrier des élections qui devrait pourtant être la résultante des travaux qui devraient être faits donc, au sein de ce COS. Donc il y a véritablement un malaise, un grand malaise, un dysfonctionnement énorme qui ne doit pas se tolérer en République. Donc là, c'était une demande forte, tout le monde s'y attendait et c'est venu comme une délivrance. Mais je pense que ça devrait être le point de départ d'une grande prise de conscience pour opérer un véritable changement avec les vrais instruments, les vraies solutions. C'est ce à quoi nous nous attendons. Je pense qu'il y a dans les 10 points qui ont été exposés, en fait les 10 points exposés au président de la transition, c'est décliné en 17 mesures en fait. En 17 mesures, nous avons dit tant que cela n'est pas fait, nous en sommes conscients, nous avons étudié, nous avons tout diagnostiqué. Nous avons dit, tant que cela n'est pas fait, nous ne pourrons pas sortir de l'ornière. Il faudrait que ça soit fait. Et résolument, et qu'est-ce qui nous y empêche? On ne sait pas. Mais maintenant, on a parlé vous avez souligné tout de suite que c'est le M5-RFP qui a demandé cette dissolution du gouvernement. Est-ce que le fait qu'il soit dissous maintenant vous convient? Est-ce que vous êtes satisfait, le M5-RFP? Mais c'est un début de solution. Nous ne sommes pas satisfaits par cela parce que c'est plusieurs... J'ai dit, on a 17 mesures qui ont été préconisées. Donc ça participe de cela, mais c'est loin d'être suffisant. Il faudrait aller à des solutions concrètes. Ce n'est pas, il faut que les gens le sachent, que vous le considérez comme un grand pas? Ce n'est pas du haut-toi que je m'y mette. Le M5 n'a jamais été dans cette logique. Ceux qui étaient inscrits sur ce chapitre-là, on les a vus, ils sont partis et ça n'a servi à absolument rien. Est-ce que vous considérez cette dissolution comme un grand pas par rapport à vos demandes? Ça ne peut pas être considéré comme un grand pas, mais ça ouvre la voie à quelque chose de possible. Maintenant, c'est les actes qui doivent parler plus que les mots aujourd'hui. Ce sont ces actes que nous attendons, des actes forts. Et je rappelle que ce débat est en direct et que vous pouvez poser vos questions à nos invités sur notre page Facebook, Studio Tamani, Fondation Hirondelle. Et donc à vous, Monsieur Ben Doumbia. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est un grand pas, contrairement à ce que pense Monsieur Maïga? Écoutez, nous sommes dans la construction du Mali. Nous sommes en quête de repères. Les tiraillements, les discours parfois tendus sont légion. Est-ce que vous vous adressez au M5-RFP? C'est à vous que je m'adresse, mais aux téléspectateurs également. Mon professeur, il a abordé une question assez pertinente sur laquelle je voudrais intervenir vraiment. C'est qu'aujourd'hui, moi, parfois, je suis un peu confus par rapport à la posture du M5. Ça, c'est personnel.
Le 6 mai, le M5 a rencontré le président de la transition. Comme il venait de le dire, il y a eu sur la table quelques revendications qui, en réalité, rejoignent en grande partie le programme d'action gouvernementale mis en place il y a 3 ou 4 mois par le Premier ministre. C'est vrai, comme on venait de le dire, nous sommes encore dans le tâtonnement, nous sommes dans la tergiversation. Il n'y a pas d'action visible sur le terrain qui puisse nous permettre de dire que les choses bougent. Mais ce qui est déjà un grand pas, c'est que le président de la transition a entendu l'appel du M5 par la démission du Premier ministre et sa reconduction. Ce qu'il faut préciser, c'est que le M5 n'a pas demandé de mesures d'accompagnement suite à cette démission. Il a juste dit la démission du gouvernement, ce qui a été fait. Maintenant, quelle est l'offre du M5 pour une sortie de crise en lieu et place de cette pure démission? Moi, c'est la question que je me pose. Je pense que le discours devrait évoluer. Parce que rester dans les revendications de dissolution, de suspension, de non-participation ne nous feront pas sortir de l'ornière. Rapidement, vous à un certain moment, la dissolution du M5 ou le départ du Premier ministre? Du gouvernement. Le départ... Non, on a dit dissolution du gouvernement. Et c'était, vous me redonnez la parole, donc c'était suffisamment clair. Dissolution du gouvernement et du CNT. Parce que il y en a même qui nous ont dit, ah mais il y a un point au moins qui a sauté. J'ai dit non, dans le point 8, il est dit dissolution du gouvernement et du CNT. Si c'est fait en partie, vous savez, nous sommes en République. On reviendra. Vous aurez la parole tout à l'heure, Ben Doumbia. Monsieur Bokoum, quelle analyse faites-vous de cette dissolution du gouvernement? Est-ce que vous pensez, vous, que c'est un grand pas par rapport à la réalisation, à la satisfaction des attentes des Maliens? Non, je pense plutôt que c'est une fuite en avant. Dissoudre un gouvernement, pour moi, ça ne fait pas avancer les choses. En réalité, qu'est-ce qui manque? Qu'on change de gouvernement 10 fois ou 15 fois, ça ne change pas grand-chose. Il faudrait avoir une vision de pourquoi on change un gouvernement. D'abord, le modèle qu'il faut acter n'est pas là. Le leadership manque énormément. Il faut d'abord qu'on ait une vision claire de ce qu'on veut. La stratégie de la mise en œuvre, en ce moment, les hommes interviennent. Donc aujourd'hui, ouvrir ce gouvernement, comme on le prétend aujourd'hui au M5, à d'autres horizons, je ne pense pas que ce soit la solution. Parce que qu'est-ce qu'on fait exécuter à ce gouvernement? Il a parlé tantôt d'un programme que je trouve trop bateau, trop vague. Parce que qu'est-ce que nous demandons à la transition de faire aujourd'hui? L'économie est à terre. Il faut un programme de relance rapide de l'économie. Premier point. Deuxième élément, la défense, qui n'est pas comprise encore aujourd'hui par nos dirigeants, qui pensent que la défense, elle est militaire. Alors que le problème fondamental que nous connaissons aujourd'hui, il y a d'autres aspects de cette défense qui sont la justice, comme il a dit, la défense civile, qui n'est pas correctement gérée, la défense économique qui n'est pas correctement gérée. Donc si ces trois paramètres ne sont pas intégrés de façon simultanée, mais on n'a pas de paix et on n'a pas de visibilité par rapport à ce que nous, notre État aujourd'hui veut faire concrètement par rapport à la stabilisation du pays. On est dans une loi de programmation militaire. Donc on est carrément à côté de la plaque. Donc si on n'a pas une vision claire de ce qu'on a envie d'exécuter, mais qu'est-ce que le gouvernement exécute? C'est ça toute la difficulté. Donc vous allez beau changer de gouvernement, si vous n'avez pas le programme, vous n'avez pas la vision claire, vous n'avez pas une orientation très claire de ce que vous voulez faire, le gouvernement, il va tourner en rond. Et ce que M. Ikassa vient de dire tout de suite, le dysfonctionnement vient de là. Parce que chaque ministre pense que je dois me faire valoir, je dois avoir un mini-programme, je dois avoir de la visibilité. Mais écoute, là, forcément, l'architecture qui permet d'avoir le chapeau global qui est celle de la primature qui donne le tempo aux autres ne fonctionne pas parce que... Sur la page Facebook de Studio Tamani, Ibn Moussa Ibrahima dit « Le péché originel de la transition, c'est de ne pas écouter les acteurs du changement. C'est dommage, 8 mois, rien n'a changé. » Selon vous, qui sont les acteurs du changement? Oui, je pense qu'il fait allusion peut-être au M5 RFP, mais ils ne sont pas les seuls parce que tout le monde a demandé ce changement. Le M5 RFP, quand il était en gestation, ça veut dire qu'il y avait un malaise général. Je pense que le M5 RFP a capitalisé effectivement ce mécontentement général à tous les niveaux. C'était ça, la mauvaise gouvernance, elle était actée. Maintenant, ce qui a manqué aussi en son temps, c'était que le pacte social qui aurait dû découler
du M5 RFP, à partir du 5 déjà, on devrait avoir une vision claire du M5 qui allait effectivement avoir un pacte social avec l'ensemble des citoyens, qui allait piéger effectivement le CNSP. Mais malheureusement, il y a eu un dysfonctionnement à ce niveau, donc je pense qu'ils ont été contournés et que le CNSP s'est retrouvé en train de dire qu'ils ont parachevé, oui, parachevé la prise du pouvoir, mais parachevé en quoi ? Parce que le fonctionnement réel que le CNSP aurait dû parachever, c'était de dire qu'il s'inscrivait dans la logique de la gouvernance prônée par le M5 RFP. Donc là, on a de sérieuses difficultés parce que ce modèle de gouvernance n'a pas été défini clairement. Donc nous ne nous retrouvons pas. Aujourd'hui, il s'agit de dire que la transition aurait pu éviter de s'inscrire dans la gouvernance. Parce que ça, c'est le rôle du politique. Ils se sont accaparés de certaines prérogatives qui les piègent aujourd'hui. C'est ce qui justifie aujourd'hui que l'UNTM est dans la rue, que tout le monde est en train de vouloir arrêter. Parce que quand vous vous inscrivez dans les revendications, dans la gouvernance politique, vous allez forcément échouer parce que la gouvernance de la transition devrait être scientifique et technique et limitée à un minimum de temps. Doumbia, maintenant, Sang Sang sur Facebook, c'est son nom, pose également un autre problème. Il dit, le M5, ce n'est pas seulement ces politiques qui étaient du haut de la loge, mais nous qui avions passé la nuit en laissant nos femmes, nos enfants braver les interdictions en retour, ces politiques veulent seulement se positionner. Est-ce que c'est l'impression que vous avez, que les leaders du M5 veulent seulement se positionner? Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr en ce sens que si tel était le cas, je pense que le M5 a eu l'opportunité de rentrer dans ce gouvernement, très honnêtement. Mais là où il y a le bémol, c'est que parfois, lorsqu'on fait la lutte politique, elle doit aboutir soit à la prise du pouvoir, à sa gestion ou dans la participation. Le M5, pendant longtemps, est resté dans le discours du non-intérêt, de l'homme désintéressé face à la question du pouvoir. Moi, je trouve que politiquement, c'est incohérent. Ils ont voulu faire partie IBK, mais l'après-IBK n'a pas été discuté. Et chaque fois, toutes les fois que le débat était posé, le M5 avait toujours considéré cette question-là comme secondaire ou subsidiaire. Et aujourd'hui, face à l'échec des 9 mois du gouvernement, il est plus qu'important que le M5 accepte la main tendue parce qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de l'inclusivité. On ne va pas rentrer dans des questions de personnes. Je dis simplement qu'il faut mettre le Mali en avant pour la simple raison que le M5 est l'acteur principal de ce qui a entraîné la chute du régime IBK et l'avènement de la transition. Le M5 dispose en son sein d'expertise avérée. Je parle en connaissance de cause. Il fut mon professeur pendant 2 classes à la fac de droit il y a 15 ans. Je connais pas mal d'autres personnes, de jeunes comme de personnes de 3e âge du M5 qui sont capables d'accompagner cette transition. Et en un mot, c'est dans l'actif de tous les Maliens. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas vous, Touré ou Issikassa ou Bassirou, qui mangeons à 3 fois par jour, qui avons des véhicules pour circuler comme nous voulons. Mais après Ségou, tout près à Siribala, les gens ne peuvent pas vaquer à leurs occupations. À 30 km de Markala, les populations sont prises en otage par des groupes djihadistes. Parce que tout simplement, Bamako est en train de faire ce que je pourrais appeler, entre guillemets, du baranicho. Donc pour moi, il est temps aujourd'hui que le M5 sorte de ce discours guerrier, qu'il accompagne volontairement cette gouvernance pour les 9 mois qui restent. Mais ce qui est paradoxal, c'est que déjà leurs revendications rejoignent en grande partie le programme d'action gouvernemental que beaucoup viennent de décrier. Je suis entièrement d'accord du fait que c'est quelque chose qui est très vague, qui ne donne pas la possibilité à un gouvernement de transition de répondre à toutes les préoccupations. Ce qui voudrait dire qu'il fallait aller à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est la relance économique, c'est la sécurité du territoire, c'est l'organisation des élections et la réforme de la justice. Les acteurs sont-ils unanimes sur l'essentiel? Les acteurs devront être unanimes parce qu'aujourd'hui, avec la démission du gouvernement, il faut aller dans des négociations. Et je pense que le M5 fait trop vite de sortir avec une déclaration plutôt guerrière pour dire que... en fermant les portes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut ouvrir les portes, il faut accepter de rencontrer l'autre partie, s'asseoir, discuter entre Maliens comme on a toujours recommandé, pour que ensemble les solutions qu'on peut trouver ensemble de manière unanime soient des pistes capables d'orienter tout le monde dans une logique de synergie pour une sortie de crise dans les 9 mois. Sinon, je vous le dis, si on ne fait pas attention, c'est le chaos dans les 9 prochains mois. Et la transition aura accouché quelque chose de... Monsieur Maïga, les portes du M5 RFP vont-elles rester fermées comme le pense Monsieur Doumbia, ou est-ce que vous allez accepter la main tendue du gouvernement? Allah nous préserve du chaos déjà. Mais d'ores déjà, je pense que en lisant
notre communiqué, il n'y a pas de porte qui soit fermée. C'est des mises au point. C'est des mises au point. Vous savez, la première question que vous avez posée, c'est de dire... N'a-t-il pas dit déjà qu'il ne va pas participer au futur gouvernement? Vous savez, je voudrais dire dans un premier temps, nous sommes en démocratie, nous sommes en république. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ceux qui ont entre leurs mains la destinée du peuple doivent être suffisamment à l'écoute du peuple, doivent avoir le tact nécessaire pour se mettre à l'écoute des forces politiques et sociales. C'est très important, la façon de faire les choses, pour ne pas compromettre, parce qu'on a tenté par 1000 raisons, chat échaudé craint l'eau froide, on a tenté par 1000 occasions de compromettre le M5 et de jeter l'opprobre sur le M5 en disant, ben voilà, tout ça pour cela. Alors qu'on ne donne aucun gage. Non, j'arrive. On n'a jamais déclaré qu'on ne participerait pas à un gouvernement. On a dit, et ça c'était depuis notre prime rencontre avec le CNSP, qui a dévié du chemin, qui ne s'est pas occupé de la sécurité du pays, des colonels qui se sont mis à occuper des postes civils et politiques, qui ont oublié leur sacerdoce. Depuis notre prime rencontre, nous leur avons dit, il y a à s'entendre sur le changement. Vous êtes intervenus pour parachever. Qu'est-ce que vous entendez comme changement? Voilà, nous, les paramètres du changement. Nous les avons, tout le Mali les connaît. Il n'y a rien à inventer. Vous avez dit, il n'y a pas à rentrer dans des discours. Tout le monde connaît. On n'a pas besoin d'un programme. Tout le monde connaît les axes du changement. On a dit, entendons-nous. Ils ont commencé par nous dire, OK, partage de postes. On a dit, ça c'est en dernier lieu. Entendons-nous sur les paramètres du changement. Ensuite, si on est d'accord, les instruments qui nous permettent d'y aller, y compris les institutions, les organes de la transition et tout le reste, et ensuite, on passera aux hommes qui vont animer ces instruments. C'était ça notre démarche. Donc, on a voulu nous mettre. Maintenant, pour nous donner raison. Est-ce que vous êtes en train de dire que le M5 RFP est prêt à participer au futur gouvernement de transition? Le M5 est prêt à participer au gouvernement, au futur gouvernement, sous conditions. Il faudrait que ces conditions-là, ce sont les 10 points. On a dit, est-on prêt à avoir un accord politique global sur ces points-là, sur ces mesures qui, si elles sont appliquées, tout le monde est d'accord qu'on sortira du lot. On va sortir du lot et on aura une situation sociopolitique apaisée. Parce que les syndicats sont en grève, le M5 a dit, faisons les assises nationales. Il y en a qui disent, oh, ça... Mais on l'a dit depuis septembre, octobre. Les gens disent, est-ce qu'il y a encore du temps? Mais qui a perdu du temps? Maintenant, ce qui permettra de trouver les solutions aux problèmes de la nation, on aura toujours du temps pour cela. Absolument. 2 mois pour écouter les forces politiques et sociales maliennes, les syndicats, les écouter. Mais ça commence par... Avant que je donne la parole aux autres, et elle dit qu'il y a eu 3 rencontres entre le comité stratégique du M5 RFP et la délégation du Premier ministre hier dimanche. Si oui, la rencontre était sur quoi réellement? 3 rencontres, bon, c'est pas... il y a eu un émissaire qui a rencontré le président du comité stratégique qui a aussitôt rendu compte. Et de là a découlé une autre démarche. Parce que c'est cela. L'écoute devrait être permanente avant même la dissolution du gouvernement. Je voudrais y revenir. La question, c'est, ces rencontres-là, c'était sur quoi? Ces rencontres, c'était pour dégager, pour demander au M5 de participer au gouvernement. L'avez-vous accepté? Sous quelle modalité? Qui a les manettes? Qui a la décision? Qui a reçu en premier lieu? Parce qu'il y a un modus operandi quand même qu'il faut respecter. Il y a une démarche qu'il faut respecter. Nous devons des comptes aux militants qui nous appellent tout le temps, d'ici et de l'extérieur, pour comprendre la démarche. Nous avons rencontré le président. Est-ce que nous savons pourquoi il a dissous le gouvernement et reconduit? On a dit, on ne sait pas. Parce qu'on a... Et lui, je dis, certainement, il n'est pas politique, mais il faudrait qu'il rentre dans son habillage politique. Dans des cas comme ça, il y a des consultations à faire. Dans la tradition républicaine, quand on casse une institution de la République comme le gouvernement et qu'on veut le reconstruire, on écoute les gens. Aboubacar Bokoum, maintenant, on écoute les gens. Le futur gouvernement est attendu. À quoi les Maliens doivent-ils s'attendre par rapport à la composition de ce gouvernement de transition? J'avoue que je ne sais pas exactement à quoi on doit s'attendre parce que d'abord, la posture du M5 RFP pose problème.
En quoi? Non, pose problème parce que les conditions qu'ils ont posées, je ne vois pas de l'autre côté la disponibilité de répondre à leurs revendications. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe avec notre transition? Ils ne sont pas à l'écoute du peuple, comme il l'a dit. Ce qui pose problème, c'est que le système de bonne gouvernance n'est même pas acté par eux. La compréhension du problème social n'est pas actée. Parce que c'est acté par qui? C'est le gouvernement. Hein? C'est acté par qui? Non, les tenants du pouvoir. Les tenants pas du le pouvoir. M5. Pas le M5. Ah, tant mieux. Donc, à la date d'aujourd'hui, faire une composition qui va même amener les gens du M5 RFP, amener d'autres composantes, comme il a parlé d'inclusivité. De mon point de vue, l'inclusivité même, c'est un piège. Parce que on a vu le CNT, on a amené toutes sortes de personnes, les marchands du marché, des intellectuels. Donc, quand vous regardez le chapeau représentatif, théoriquement, tout le monde est là. Mais c'est de quelle substance on parle? Donc, aujourd'hui, ce n'est pas de dire qu'on va appeler la classe politique et prendre dans le chapeau quelques personnes et les mettre dans le gouvernement pour contenter la CEDEAO qui parle de la participation, de l'inclusivité. Mais quelle substance nous mettons dans tout ça? C'est ça, le débat politique auquel il a fait allusion, c'est cette substance d'abord qu'il faut dégager. Qu'est-ce que nous voulons? Où est-ce que nous voulons aller? Maintenant, les acteurs, comme il a dit, a posteriori, on va choisir les acteurs. À ce stade, vous voulez dire que les autorités de la si on n'a pas fait le débat réel... Où est-ce que... Non, si on ne fait pas le débat réel de ce que nous voulons, cette vision, si elle n'est pas dégagée, la stratégie n'est pas dégagée, pourquoi vous voulez trouver les hommes pour exécuter quoi? Aujourd'hui, on va amener des gens pour dire, vous êtes dans un gouvernement, vous prenez vos pécules, vous gagnez quelque chose, mais vous exécutez quoi en réalité? Donc, il faut un consensus d'abord politique. Doumbia, êtes-vous d'accord avec Bokoum? Faisons très attention. On parle d'inclusivité, on accuse le M5, il faut être juste, hein, on accuse le M5 de ne pas rentrer dans le gouvernement, et d'un autre côté, on dit de définir la stratégie. Moi, je pense que déjà, cette définition de la stratégie ne peut pas se faire sans le M5. Il faut accepter d'abord de rentrer pour qu'ensemble, on trace la feuille de route consensuelle. Le M5 ne peut pas rester du dehors pour imposer au gouvernement ce qui lui plaît. Tant qu'il est dehors, ses attentes ne seront jamais comblées. Maintenant, à quoi faut-il s'attendre par rapport à la composition donc, de ce futur gouvernement? Moi, personnellement, je suis partisan de l'inclusivité. Il a posé un problème, il dit que l'inclusivité est un piège, parce que tout simplement, les modalités de désignation ne sont pas fondées sur des critères objectifs. Je suis entièrement d'accord. Mais ça, ce n'est pas le principe de l'inclusivité même qui le recommande. C'est la qualité des hommes chargés de désigner qui l'occasionne. Parce que tout simplement, d'un autre côté, il faut le dire sans hésiter, on a assisté à certains égards à une sorte de médiocrité institutionnelle. Et cette médiocrité institutionnelle est entretenue par des hommes. Ce n'est pas l'institution elle-même en tant que telle, c'est ceux qui incarnent l'institution qui entretiennent cette médiocrité-là. Donc, quelque part, l'inclusivité est un facteur de stabilité, mais faudrait-il choisir quel modèle d'inclusivité nous voulons mettre en place et qui devaient être les acteurs de cette inclusivité? Qui doit choisir qui? Ce n'est pas du nouveau quand on dénonce le désordre qui a lieu dans la désignation des membres du CNT. Donc, on est d'accord, mais je dirais simplement que le piège n'est pas forcément dû au principe même de l'inclusivité, mais plutôt les hommes qui ont eu la charge de répartir les rôles et les fonctions dans la distribution du pouvoir. Et c'est là qu'il y a problème. Si aujourd'hui on était parti sur la base d'un consensus avec des hommes d'État rompus à la tâche, des technocrates, des experts, que je connais très bien au sein du M5 comme au sein du gouvernement actuel, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train d'accuser la transition d'avoir passé 9 mois sans rien proposer au peuple malien. Les Maliens ont beaucoup d'attentes. On va écouter le conseiller à la mairie de Mopti, Abdoulaye Diop, sur leurs attentes. La solution, c'est qu'il y a des gens qui ont la main dans la pâte, sont en train de travailler de la matière sur place. Des cadres qui, depuis 20 ans, 25 ans, ils sont dans la région, ils sont en train d'évoluer. Que ce soit dans le secteur public, que ce soit dans le secteur privé, il faut les appeler, il faut les associer. Lui demande ainsi de ne pas se limiter seulement aux habitants de la capitale, de s'intéresser également aux gens qui sont à l'intérieur du pays, dans les différentes régions. Qu'en pensez-vous? Vous savez, c'est ça la vision du M5. Quand il s'était agi d'organiser les concertations nationales, le CNSP voulait se limiter à Bamako. C'est le M5 RP qui a obligé d'organiser ça à la base, au minimum au niveau région. Et c'est ce qui a été fait de façon très biaisée parce qu'on a trié sur le volet les participants. On a refusé
aux représentants M5 dans les régions de participer à ces prises de décisions-là, à ces propositions. Mais des cadres du M5 ont été également au pouvoir et selon M. Voilà. Diop, toutefois, tout le temps, ce sont des habitants de Bamako qu'on choisit pour former un gouvernement. On pense rarement aux habitants de l'intérieur du pays. Mais où que se trouvent les compétences de l'intérieur comme à l'extérieur, il faut aller les chercher. Mais est-ce que c'est le cas? En Pourquoi ça ne nous l'est pas? savons que nous savons qu'il y a de la ressource à l'extérieur du Mali. Parce que nous avons coopéré avec les Maliens de l'extérieur, les militants M5 de l'extérieur, mais qui sont patriotes à tout point de vue et qui sont compétents. Si vous voyez les papiers qu'ils produisent en termes de propositions, Dieu sait que c'est grave. Et ces propositions, nous les avions en ordre. Ce que je voudrais dire, ce n'est pas de participer à n'importe quelle condition qui fait que ça va réussir. Des militants M5, des responsables M5 sont aujourd'hui dans les institutions, sont au gouvernement, sont au CNT et dans toute structure. Ça produit quoi? Parce que le préalable n'a pas été entendu. Justement, est-ce que dans la formation d'un gouvernement, généralement, les autorités pensent à la qualité, aux attentes, aux techniciens, aux personnes qui peuvent apporter des solutions ou au poids que ces personnes-là pèsent sur le plan politique? C'est un savant dosage des deux. Mais il faudrait, dans une situation de crise, miser sur la première. En fait, il faut miser sur la compétence, la connaissance. On n'a pas besoin de stagiaires en situation de crise. Et ça, la première partie de la transition en a fait à satiété. Des stagiaires, des novices. On avait un gouvernement de stagiaires? Presque. Je n'ai pas peur des mots. Presque. J'ai dit par exemple, en organisant, je reviens sur cette idée, en organisant les assises nationales de la refondation, on se serait entendu sur ce que nous entendons faire du Mali nouveau en termes de réforme de la gouvernance, en termes de réforme politique, institutionnelle, réorganisation territoriale. Ensuite, en termes de rapport avec les forces sociales comme les syndicats. Mais ça commence, parce que j'ai parlé de la gouvernance, il faut que les gouvernants serrent la ceinture, qu'on réduise le train de vie de l'État pour qu'on puisse faire accepter aux syndicats aussi une trêve. Ça n'a jamais été fait. Les gens se sont inscrits dans la volubilité, on s'est trouvé en situation de bourgeoisie institutionnelle. Il y a des millions et des milliards qui sont engloutis, on ne sait dans quoi. On nomme des gens à tout va, à tour de bras, alors que l'essentiel, c'est de reconquérir l'intégrité du territoire national, assurer la sécurité, redéployer l'administration, les services sociaux de base, faire revenir les déplacés et les réfugiés. Ça n'a jamais été fait. Et on nous sort comme ça, comme d'un chapeau de magicien, un chronogramme électoral avec, s'il te plaît, un référendum constitutionnel. D'où on sort? On est dans le même Mali ensemble, là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que l'article 118 nous l'interdit. Qui donne son point de vue sur la situation dans le pays. Oumar dit Ernesto Wologam sur la page Facebook de Tamani dit « L'État du Mali est devenu comme une télévision où chacun prend une commande pour manipuler et mettre la chaîne qu'il veut. Nous voulons un gouvernement qui travaille sur sa propre décision. » Peut-on s'attendre à un gouvernement qui travaille sur sa propre décision, comme il le dit? C'est utopique. C'est utopique parce que d'abord, ce qu'il faut dire, nous sommes en période d'exception, comme il venait de le dire. Il s'agit d'un gouvernement de transition. C'est là, encore, je reviens là-dessus, le PAG était un document tellement volumineux, tellement vague que la pertinence ou son efficacité pose problème. En 18 mois, je ne suis pas sûr qu'on peut recouvrir l'intégralité du territoire malien. Okay? Moi, j'ai été circulé parfois au nord, on sait un peu, on a des amis un peu partout, on sait à quelle profondeur nous sommes dans cette crise. La question de la mauvaise gouvernance, c'est des défis régaliens de l'État. C'est des programmes qui ne peuvent pas se résoudre en 10 mois ou en 18 mois. Donc pour moi, il aurait été préférable que la transition se focalise sur 4-5 aspects essentiels de la vie de la nation pour pouvoir faire les premiers, poser les jalons d'une gouvernance durable. Maintenant, par rapport à ce que dit le monsieur, c'est qu'en matière de gouvernance, on ne peut pas travailler sans consulter sa base. Tout comme en matière politique, on ne peut pas prendre des décisions sans consulter sa base. Le gouvernement a son programme, a son chronogramme. Ce chronogramme-là doit résulter de l'attente
de l'ensemble des forces vives de la nation. Et qui parle des forces vives, c'est toutes les composantes de la nation. Mais est-ce que c'est la société base civile, qui est consultée ou la hiérarchie? Là, en fait, Actuellement. les gens, ici, je ne parlerai pas de consultation, il a parlé de rencontres biaisées lors comment dirais-je, Le comité stratégique. non, pas du comité stratégique, la conférence du oui, CNSP. c'est ça, oui, Voilà, c'est parce ça. que tout simplement, quelque part, on veut faire de l'ingénierie, mais en même temps aussi, on ne déploie pas la bonne volonté, on ne déploie pas les actions qu'il faut. Comment Mais est-ce quand que il dit nous voulons un gouvernement qui travaille sur sa propre décision, veut-il dire que le gouvernement actuel ou le gouvernement précédent ne décidait pas? À mon avis, certainement qu'ils peut-être ils pensent que le gouvernement travaille sous impulsion extérieure, sur des forces exogènes qui font la pression. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis partisan de la souveraineté territoriale d'un pays. Je pense que nous avons des hommes et des femmes capables aujourd'hui de prendre en main le destin du pays. Et c'est vrai, nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Mais ces partenaires-là, ce pays, ce n'est pas eux qui le bâtiront à notre place. Donc, que nos hommes s'assument, que nos dirigeants s'assument et que nos populations les accompagnent lorsque elles méritent d'être accompagnées. Mais croyez-moi, tant qu'il y aura cette dissension entre les attentes populaires et les orientations du gouvernement qui ne répondent pas aux aspirations de la grande majorité des populations, les revendications vont augmenter. La pression de la rue va s'accentuer. Voyez-vous ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec le projet de loi relative à l'indemnisation des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Rien que la pression des réseaux sociaux, le projet a été retiré. On reste toujours sur la question de Wologem en adressant la question à M. Bokoum. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à un gouvernement, par rapport au futur gouvernement à mettre en place, qui décide et qui exécute, et non un gouvernement qui ne décide pas ou qui ne travaille pas sur sa propre décision, comme le pense M. Wologem? Non, je pense que c'est difficile. Je reviens encore sur le problème de leadership parce qu'il n'y a pas de vision. Le gouvernement décide de faire quoi? Un gouvernement ne décide pas en réalité. Un gouvernement, c'est la déclinaison des actes forts prônés par le leader. Notamment, le président de la République doit avoir un leadership. Il donne une vision claire. Qui est le leader aujourd'hui? Est-ce le président Bandao? Je pense qu'il n'y en a même pas, parce que c'est ça là, qui justifie la cacophonie dont parle M. Ikassa. Il n'y a pas un leader au Mali? Non, il n'y a pas de leader. Dans le cas précis, il n'y a pas de leadership avéré par rapport à une vision claire. C'est aussi évident que ça. Rapidement, monsieur Doumbia ne semble ne pas être d'accord avec vous. Je pense personnellement qu'il faut faire la distinction entre un régime issu d'un mandat représentatif et le régime et un système de transition. Dans les deux cas, ne faut-il pas un leader? En transition, il faut... D'ailleurs, c'est là qu'il faut un leader. Parce qu'aujourd'hui, si on avait eu des présidents... Justement, lui, il pense qu'il n'y a pas de leader actuellement. Non, je pense personnellement que quelque part... Il n'y a jamais eu de leader de toutes les manières depuis la mise en place de ce gouvernement. Parce que comment est-ce que Bandao est venu à la tête de la transition? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il a les mains libres? On parle d'un côté... Qui pourrait être derrière? J'arrive. On parle d'un président de la transition et il y a un vice-président qui est à côté. Selon les informations qui circulent ici et là, qui apparemment est très impliqué dans les décisions lui le leader? politiques. Peut-être que c'est le Premier ministre aussi. Je ne sais pas. Alors, on redonne la parole à M. Je pense que moi, je n'ai pas de visibilité. Ça, c'est des trucs qui se disent dans les couloirs. Je n'ai pas de visibilité par rapport au vice-président et tout ça. Ce que je constate juste, il y a un président. S'il y a un président, architecturalement, c'est lui le patron du bateau. Et il doit pouvoir impulser une dynamique. C'est clair et net. S'il n'en est pas capable, il doit quitter. C'est aussi simple que ça. Donc, rapidement, il nous reste quelques minutes. Par rapport aux attentes aujourd'hui, que faut-il faire pour qu'on ait un gouvernement qui répond aux attentes des Maliens? Non, je pense qu'il faut aller à une consultation globale et s'écouter, pouvoir mettre en place un gouvernement. Avons-nous toujours le temps pour ça? Non, on a le temps. On a les 9 mois. Nous, on avait dit que la transition ne devrait pas dépasser 6 mois. Ils ont fait plus de 9 mois, il leur reste encore 9 mois. Donc, techniquement, une transition en 6 mois, elle est scientifique. Maintenant, si on tombe dans le piège politique de la gouvernance, c'est vrai qu'ils vont vouloir s'éterniser. Et quand ils prennent goût aux émoluments et tout ça, c'est compliqué. Merci. Il s'agit simplement, j'enseigne, il s'agit simplement de supprimer la mainmise de la junte sur la marche de la transition. Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est la junte qui est l'empêcheur. Le CNSP qui a été dissous? Qui a été dissous, mais qui existe en réel et qui empêche et le président de la transition et le Premier ministre et tous ceux qui... Donc de prendre des décisions courageuses et d'avancer vers le truc. Donc il s'agit qu'ils sachent raison garder, d'aimer ce pays, parce que c'est cela qui est en jeu. Il ne faudrait pas rentrer dans des calculs pouvoiristes
Parce qu'un CNSP qui avait dit « je n'ai aucun intérêt pour le pouvoir », nous, c'est pour installer une transition politique civile et que finalement, on remis à l'heure. Mais simplement ce que je vais dire... Ibn Moussa Ibrahima qui dit il faut s'asseoir, discuter, fixer le cap et les contours pour que le Mali s'en sorte, sinon ça serait qu'un échec. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je suis entièrement d'accord parce que déjà il y a eu le chèque. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. On dit si on ne fait pas attention, le pays va disparaître, le Mali va... Non, je pense que le pays est au fond. Êtes-vous optimiste pour un gouvernement qui va réussir? Je suis optimiste pour un gouvernement qui va réussir. Si. Non. Si. Vous ne l'êtes pas. L'êtes-vous, Maïga? Si on remplit les conditions. Absolument. On aura d'autres occasions pour revenir encore sur ce débat. Merci à nos invités, Ibrahim Ikassa Maïga du M5 RFP, Bassirou Bendoumbia, auditeur en politique publique, et Boubacar Bokoum, politologue. Je rappelle le thème du grand dialogue qui était futur gouvernement de transition. À quoi faut-il s'attendre? À la régie vidéo et audio, Peting Diarra et Salim Diouara. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du grand dialogue de Studio Tamani. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.